Très heureux de vous retrouver pour cette édition du journal sur Télésud. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. Au Gabon, encore quelques jours et ce sera la fin du dépôt des candidatures dans le cadre de l'élection présidentielle d'août 2023. Si le chef de l'État, Ali Bongo, ne s'est pas encore déclaré candidat à sa propre succession, tout porte à croire qu'il le fera très bientôt. Plusieurs personnalités se sont déjà lancées dans la course, mais du côté de l'opposition, rien n'est encore clairement défini. Les Ivoiriens, eux, sont appelés aux urnes le 2 septembre prochain pour les élections locales. Les chapelles politiques comme le PDCI, RDA affûtent déjà leurs armes pour aborder l'échéance au cœur des enjeux. La mairie très convoitée de Cocody que le parti de l'ex-président Récona Bédié est déterminé à conserver. On en parle dans ce journal. Pour finir, nous irons au Sénégal où 2 jours ont été consacrés fin juin pour la promotion de la bande dessinée et du dessin de presse. Mais au-delà de cette occasion, comment se porte le secteur des arts graphiques dans le pays? Réponse dans cette édition. Je vous le disais en titre, bientôt l'élection présidentielle au Gabon. Plusieurs personnalités comme Mike Jotan de Gabon Renouveau ou encore l'ancien vice-président Pierre Claver Manganga Moussavou se sont déjà lancés dans la course. Le président Ali Bongo, quant à lui, sera probablement candidat à sa propre succession. Du côté de l'opposition, l'heure est à la négociation pour définir une configuration. Tout ceci à quelques jours de la fin du dépôt des candidatures. Mathieu Nicolas. Au Gabon, l'on se rapproche de plus en plus du scrutin tant attendu. Le 26 août prochain, les Gabonais seront appelés aux urnes pour des élections générales. Et du côté des candidats, il ne reste que quelques jours avant la date limite, le 11 juillet, pour déposer leur candidature. Attendu au tournant, le président actuel Ali Bongo ne s'est pas encore déclaré, mais il n'a pas caché sa volonté de se présenter. Il devrait déposer sa candidature dans les jours à venir. Ali Bongo agit comme un candidat en pleine campagne préélectorale. Il prend des bains de foule, se laisse prendre en photo avec des pauvres paysans, des ouvriers et des jeunes. Partout, il écoute les doléances et fait des promesses. À ce titre, il dispose de l'appareil de l'État et des moyens de l'État pour accomplir cette tournée. Il débarque dans les coins les plus reculés du pays à l'aide des hélicoptères de l'armée. En tout cas, le suspense entretenu par Ali Bongo touche à sa fin. Face à lui, quelques têtes sortent du lot de candidats, notamment l'économiste et ancien ministre Alexandre Barrot-Chambrier, qui pourrait être un adversaire redoutable. Certains sont eux en lice depuis longtemps, comme Mike Jotan de Gabon Renouveau ou encore l'ancien vice-président Pierre Claver Manganga Moussavou de la plateforme Alternance 2023. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Même s'il n'est pas officiellement candidat, Ali Bongo reste le favori dans ce scrutin présidentiel. Ce qui pourrait pousser l'opposition à s'unir dans une force commune. Reste à savoir si les partis d'opposition trouveront un candidat unique pour faire front au président actuel en l'espace de quelques jours. L'opposant Ousmane Sonko sort de son silence quelques jours après l'annonce de la non-candidature de Macky Sall à la présidentielle prochaine. Une décision du chef d'État sénégalais saluée par les États-Unis, la France, l'Union européenne ou encore l'ONU. Mais pour le leader du PASTEF, Macky Sall n'a fait que respecter la Constitution et ne mérite pas autant de louanges. Après l'annonce de sa décision, il estime plutôt que l'actuel président du Sénégal a abdiqué à un 3e mandat sous la pression populaire. On l'écoute. En réalité, le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il y a eu la pression de son peuple d'abord. Que les complots qu'il a ourdis contre ma personne ont échoué parce que le peuple sénégalais s'est dressé pour dire non. Mais il a reculé parce qu'il y a eu la pression internationale également. Il y a également toutes ces plaintes au niveau de la CPI et de différents organismes des Nations Unies. Il n'a pas reculé, il a toujours eu cette intention de briguer une 3e candidature.
2 ans, jour pour jour, que le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné froidement à son domicile. 2 ans après, le pays continue à s'enliser dans le chaos avec la multiplication des gangs et une violence de plus en plus croissante. Face à la situation, l'ONU s'alarme. En visite à Port-au-Prince la semaine dernière, le patron des Nations Unies s'offusquait de l'inaction de la communauté internationale et appelait le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement d'une troupe afin d'appuyer la police haïtienne. Un appel relayé hier par sa représentante spéciale pour Haïti. Le 7 juillet marque le 2e anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Son assassinat a plongé Haïti dans une crise politique plus profonde, exacerbée par une dégradation sans précédent de la sécurité, avec des gangs armés criminels imposant un régime de terreur et de violence dans la plupart des quartiers de Port-au-Prince. La visite de solidarité et de travail du secrétaire général en Haïti met en lumière l'impératif d'action de la part des Haïtiens et de la communauté internationale. Il a insisté sur la nécessité d'avancer par le dialogue et a exprimé son soutien indéfectible au déploiement d'une force internationale robuste pour aider la police nationale haïtienne. Il existe un soutien généralisé au déploiement d'une telle force. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 2 septembre prochain pour les élections locales. Les chapelles politiques comme le PDCI-RDA affûtent déjà leurs armes pour aborder l'échéance au cœur des enjeux. La mairie très convoitée de Cocody que le parti de l'ex-président Ricona Bédié est déterminé à conserver. Pour ce fait, il mise sur Jean-Marc Yassé, le maire sortant. Reportage. Le PDCI-RDA déterminé à conserver la très prestigieuse mairie de Cocody en Côte d'Ivoire, l'une des plus importantes communes d'Abidjan, la capitale économique. Et c'est Jean-Marc Yassé, maire sortant, qui a été choisi par l'instance dirigeante du PDCI pour porter les couleurs du parti de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, aux élections municipales du 2 septembre 2023 dans cette circonscription. Il est dans la shortlist des meilleurs maires de Côte d'Ivoire. Et ça, un parti ne peut pas se présenter et ce même parti ne peut pas se priver d'un tel atout. Convoité par le RHDP, le parti au pouvoir et plusieurs candidatures indépendantes, la bataille pour les municipales à Cocody sera rude. Mais si au PDCI l'heure est à la sérénité, c'est parce que pour les militants de ce parti, le bilan de leur candidat est plutôt satisfaisant. Sous la houlette du maire Jean-Marc Yassé et du conseil municipal, le budget de la commune de Cocody est passé de 8 milliards en 2018 à 11 milliards de francs CFA en 2023. Nous avons promis à nos administrés la décentralisation et nous l'avons fait. Nous avons décentralisé une partie de notre mairie. On a construit une annexe à Djorobité. Donc aujourd'hui, l'annexe de Djorobité est ouverte et nous sommes en train d'ouvrir aussi une annexe au Dokuy et une annexe à Bata, ce qui permettra de rapprocher encore une fois de plus l'administration de nos administrés. Poumon économique de la ville d'Abidjan, la commune de Cocody s'étend sur 13 200 hectares et c'est donc en toute logique qu'elle attise des convoitises. Mais la candidature la plus surprenante est venue de l'intérieur du PDCI. Yasmina Wenien, députée du PDCI à Cocody, veut aussi désormais devenir maire de cette commune et se présente en candidate indépendante contre le candidat choisi par sa propre formation politique. Mais au PDCI, l'heure est à l'apaisement car ces élections municipales sont un véritable galop d'essai pour la présidentielle de 2025. J'en appelle au sens de responsabilité de chacun de vous afin que ces élections soient les élections du changement attendu. Jean-Marc Yassé, le candidat du PDCI au municipal à Cocody, sera présenté aux militants ce samedi 8 juillet 2023. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire auront lieu le samedi 2 septembre 2023. Ce double scrutin se déroulera dans 31 régions et 200 communes. Ces élections locales couplées ont été anticipées à cause de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 13 au 11 février 2024. Au Soudan, la situation humanitaire ne semble pas s'améliorer. Depuis près de 3 mois, les camps des 2 généraux s'affrontent pour le pouvoir. Une situation qui pousse des milliers de Soudanais à quitter leur domicile et à plonger les habitants dans une précarité médicale et alimentaire. Laurent Leleu.
Lors d'une conférence tenue le 5 juillet, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Ghebreyesus, a mis en lumière l'impact dévastateur du conflit au Soudan, aggravant une situation déjà alarmante en matière de santé et de faim. La guerre a provoqué une hausse dramatique du nombre de personnes souffrant de la faim, passant de 11,7 millions à 19,1 millions. Le conflit au Soudan exacerbe encore une situation déjà difficile en matière de santé et de faim. Le conflit a considérablement augmenté le nombre de personnes les plus exposées au risque de faim, passant de 11,7 à 19,1 millions de personnes. Autre source d'inquiétude pour l'OMS, les attaques contre les professionnels de la santé. Des actes qui mettent à mal les efforts déployés pour apporter des soins aux populations les plus faibles et qui entravent le fonctionnement d'un système de santé déjà fragilisé par 2 mois et demi de conflit. La violence en cours, y compris les attaques contre les agents de santé, les installations, les transports et les fournitures, empêchent les survivants de cette violence d'accéder aux services de santé essentiels au moment où ils en ont le plus besoin. Santé, famine, insécurité. Pour le directeur de l'OMS, seuls les gouvernements concernés peuvent améliorer la situation catastrophique dans laquelle se trouvent ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Les gouvernements, mais aussi la communauté internationale. S'il y a une chose que je voudrais souligner aujourd'hui à propos du Soudan, ce sont les atrocités très graves commises contre les civils et nous appelons la communauté internationale à y prêter attention. Du côté de l'OMS, nous ferons tout pour aider, bien sûr. Pour de nombreuses ONG, cette guerre emmène le Soudan dans une situation désastreuse et plonge le pays dans une guerre civile qui empire de jour en jour. Le monde s'indigne de la violence contre les migrants subsahariens à Sfax en Tunisie à la suite de la mort d'un Tunisien tué par un migrant en situation irrégulière. Une situation venue exacerber le sentiment anti-migrant déjà palpable dans le pays. Tout ce déferlement de haine et de violence racistes est devenu pour le président Kais Saied qui continue à marteler qu'un complot est ou dire contre la Tunisie. À présent, le reste de l'actualité commenté par Noël Dong et monté par Yanis Fotchin. Kinshasa a brandi mardi les cartes de la diplomatie et de la solidarité face aux décisions de certains gouvernements de ne pas participer ou de réduire leur participation aux Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août dans la capitale de la République démocratique du Congo. Quelques 3000 jeunes, athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour ces Jeux qui combinent épreuves sportives et culturelles. La liste définitive des participants n'a pas encore été publiée, mais plusieurs délégations s'annoncent d'ores et déjà réduites. C'est le cas du Québec, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Fédération française de cyclisme, évoquant des raisons de santé ou de sécurité. La Fédération française de l'athlétisme a quant à elle décidé de ne pas prendre part à la compétition. Nous pensons que c'est un grand rendez-vous et que tous les pays francophones devraient y répondre, a déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de RDC, Patrick Mouyaya. 17 personnes sont mortes mercredi dans un bidonville près de Johannesburg après une fuite de gaz provenant, selon les autorités sud-africaines, de bouteilles utilisées par des mineurs clandestins. Un soupçon confirmé par les secouristes qui ont trouvé un grand nombre d'entre elles dans les décombres. Pour extraire l'or du minerai, le processus nécessite l'utilisation de produits chimiques extrêmement dangereux, notamment du gaz. Le président Cyril Ramaphosa, en déplacement en République démocratique du Congo, a appelé dans un communiqué les enquêtes à faire toute la lumière sur les causes de l'accident. La semaine dernière, l'Égypte a été touchée par l'une de ces nombreuses vagues de chaleur estivale avec des températures dépassant les 37 degrés Celsius
selon le service météorologique national égyptien. À l'échelle mondiale, la température moyenne de la Terre est restée au niveau du record établi la veille, soit 17,18 degrés Celsius, marquant ainsi une nouvelle étape sombre dans une semaine caractérisée par une série d'extrêmes chaleurs attribuées au changement climatique. Les scientifiques ont averti que l'année 2023 pourrait connaître des températures records en raison du réchauffement de l'atmosphère causé par les activités humaines, notamment la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Le président ukrainien se rend ce vendredi en Turquie. Ce déplacement de Volodymyr Zelensky intervient à 10 jours de la fin de l'accord céréalier entre Moscou et Kiev, accord signé sous l'égide du président Recep Tayyip Erdogan en juillet 2022 et renouvelé une première fois en mars dernier. Le sujet sera au cœur des échanges entre Zelensky et Erdogan, d'autant plus que Vladimir Poutine menace de ne pas renouveler cet accord crucial pour éviter une crise alimentaire dans le monde et tout particulièrement en Afrique, un scénario que redoute le programme alimentaire mondial. Un non-renouvellement de l'initiative de la mer Noire frapperait absolument l'Afrique de l'Est très durement. Il y a un certain nombre de pays qui dépendent du blé de l'Ukraine et sans lui, nous verrions des prix alimentaires nettement plus élevés. À Dakar, la deuxième édition du festival de bande dessinée du dessin de presse du Sénégal s'est achevée fin juin. Pendant 2 jours, il a réuni acteurs de BD, dessinateurs, éditeurs et autres auteurs du secteur. Mais au-delà de ce festival qui se veut être une vitrine de promotion du 9e art, comment se porte le secteur de la bande dessinée au Sénégal? Réponse dans ce sujet réalisé par Igor Couton, notre correspondant local. Des titres et albums mythiques qui ont suscité un engouement populaire dans le passé et puis une longue léthargie. L'histoire de la bande dessinée au Sénégal ne s'est pas écrite sur une ligne droite. Entre manque de financement et inexistence de maisons d'édition spécialisées, les difficultés qui enferment la bande dessinée sénégalaise dans une bulle sont nombreuses. Au Sénégal, particulièrement sur le plan de la création, il y a pas mal d'artistes et d'auteurs de bande dessinée qui font de très belles choses. Mais ce qui manque, je pense, c'est surtout une industrie culturelle derrière pour pousser. Parce que les gens aussi, le problème principal, c'est la diffusion de la bande dessinée. Ces dernières années, l'univers des arts graphiques au Sénégal a connu l'arrivée de nouveaux talents qui ont décidé de s'autofinancer et éditer eux-mêmes leurs œuvres. Disons qu'il y a eu une amélioration positive dans la mesure où quand je venais de commencer à faire de la bande dessinée, les réactions que je recevais, c'était ça ne va pas marcher. Je ne me suis pas démotivé pour autant. L'organisation du festival Bulle Dakar, qui réunit les acteurs du milieu et les passionnés du 9e art, est aussi un facteur qui accélère le renouveau de la BD. Durant les 2 jours, il y a eu beaucoup d'activités. La première journée a été consacrée à la visite aux élèves, le vendredi. Et l'après-midi était consacré aussi aux professionnels. J'ai participé à l'exposition collective en exposant différentes de mes planches pour l'exposition. Et j'ai animé un atelier de création de bande dessinée collective avec l'ensemble des participants qui a eu lieu cet après-midi. La 3e édition de Bulle Dakar se tiendra en 2024 dans la capitale sénégalaise. Pour finir cette édition, allons à Yaoundé au Cameroun avec ces images de Kylian Mbappé qui visite pour la première fois la terre qui a vu naître son père. L'attaquant star du PSG et capitaine de l'équipe nationale française a été accueilli en pompe hier à sa descente de l'avion par une foule de fans camerounais heureux de vivre le retour de l'enfant du pays. C'est sur ces images que nous clôturons cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi. Très bon après-midi à vous en compagnie des programmes de Télé Sud. Au revoir.